Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrian Arissoa. C'est très bien. Réaction d'Emmanuel Macron après l'annonce du parquet national financier sur l'ouverture d'une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale concernant le cabinet de conseil McKinsey. On vous explique. Tout avait commencé par une enquête du Sénat sur l'influence des cabinets de conseil en janvier dernier. Le rapport mentionne 329 millions d'euros de chiffre d'affaires pour McKinsey en 2020 et 0 € d'impôt sur les sociétés versées au trésor public. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Eh bien en fait non, 2 bonnes raisons aujourd'hui exceptionnellement, parce qu'il y a tout simplement 2 affaires. Il y a l'affaire fiscale de McKinsey qui ne paye donc pas d'impôt en France. On va se demander comment ils font, est-ce que c'est légal ou pas. Et puis l'autre affaire, c'est celle d'un éventuel abus de recours à ces cabinets de conseil. C'est quoi ces cabinets privés qui facturent très cher des prestations que souvent les fonctionnaires pourraient faire? Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Andrian Arissoa. McKinsey, c'est un nom qui s'est invité dans cette campagne et qui a été répété dans la bouche de beaucoup de candidats. C'est la grande affaire dont on parle pendant cette campagne. Et la pression était très forte sur le parquet national financier pour qu'une enquête soit ouverte. Oui, parce qu'on se souvient que ce PNF, ce parquet national financier, il y a 5 ans, quand il y avait eu la fameuse affaire des emplois fictifs de Pénélope Fillon, l'affaire des costumes de François Fillon, en 48 heures après la révélation de l'affaire dans le Canard, il avait ouvert une enquête préliminaire qui avait ensuite débouché sur une mise en examen de François Fillon et la suite, on la connaît. Là, survient dans cette campagne de nouveau un soupçon à caractère politique. Est-ce que le cabinet McKinsey, oui ou non, a fraudé le fisc ? Et il se passait rien. Alors ça commençait effectivement à faire débat. Bon, il y a 3 parlementaires qui sont les 3 parlementaires qui ont rejoint Éric Zemmour, devaient saisir le parquet eux-mêmes. Et puis il y a des magistrats, sous forme anonyme, un certain nombre de magistrats qui ont signé une tribune commune dans Marianne pour dire ça fait naître le soupçon, que fait le parquet financier, il dort, c'est un scandale. Enfin, ça commençait vraiment à monter la pression. Et puis donc finalement, le parquet, il vient de répondre à tous ceux qui faisaient pression sur lui en disant ouvrez une enquête, ouvrez une enquête, ouvrez une enquête. Et il a répondu, c'est fait, vous inquiétez pas, elle est ouverte, l'enquête était même ouverte depuis le 31 mars, donc depuis plus d'une semaine. Le parquet a donc décidé d'enquêter sur ces soupçons de fraude fiscale. Toute cette affaire de fraude fiscale, elle est partie d'une déclaration de Karim Tadjeddine, qui est l'un des dirigeants de la branche française de McKinsey, qui répondait aux questions de la commission d'enquête sénatoriale en janvier dernier. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. À ce moment-là, Karim Tadjeddine fait cette déclaration sous serment, sauf que la commission d'enquête sénatoriale est allée vérifier. Ils sont allés à Bercy, ils ont demandé et obtenu, parce qu'ils y ont le droit en tant que commission d'enquête parlementaire, les documents qui prouvent que non, c'est faux, McKinsey ne paye pas depuis 10 ans l'impôt sur les sociétés. Les 2 filiales en fait de McKinsey en France sont assujetties à l'impôt, ça veut dire qu'ils font des déclarations, mais à l'arrivée, ils payent depuis 10 ans la somme exacte de 0 €. Voilà, on va expliquer le mécanisme, mais d'abord, il faut dire que cette déclaration donc qu'on vient d'entendre, eh bien, elle a été signalée au parquet par le président de la commission d'enquête sénatoriale en disant attention, on a des soupçons, c'est sans doute un faux témoignage sous serment, ce qui est un délit extrêmement grave, punissable d'une peine d'amende et de prison. Donc ça pourra faire l'objet d'une autre enquête personnelle sur ce dirigeant. Mais à part ça, maintenant, il y a la question de savoir pourquoi et comment fait McKinsey pour ne pas payer d'impôts sur les sociétés en France depuis 10 ans. En fait, c'est assez simple, c'est un mécanisme qui est utilisé par beaucoup de groupes internationaux, c'est-à-dire que la filiale française verse ce qu'on appelle des frais de transfert à la maison mère américaine pour rémunérer des services que la maison mère est censée lui donner. Alors ça se fait beaucoup, par exemple, je sais pas, Disneyland Paris verse énormément d'argent à la maison mère Disneyland parce que c'est normal. Il y a l'utilisation de ce titre Disneyland qui n'est pas rien. Puis le parc parisien, c'est une copie conforme des parcs de Floride et de Californie. Donc là, c'est logique. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font. C'est légal si ça reste raisonnable. C'est-à-dire si ça correspond à un vrai service. Si la maison mère, Disney, vous offre une marque très forte, à ce moment-là, c'est légal. Si, au contraire, il s'agit de vider tous les bénéfices faits en France pour arriver au chiffre de bénéfice 0, voire de déficit, et donc ne pas être imposable, pour que tous les bénéfices partent aux États-Unis, à ce moment-là, c'est pas légal. Et en l'occurrence, la maison mère de McKinsey aux États-Unis, elle est basée où ? Dans le Delaware, qui est un vrai
paradis fiscal. Taux d'imposition des sociétés inscrites dans le Delaware, 0%. Les sociétés ne payent rien. Imposition pour les bénéfices réalisés par une filiale à l'étranger, forfaitaire. Un forfait de combien ? $250. Un pourboire, rien. Donc voilà. Alors maintenant, la question, c'est de savoir si c'est légal ou pas. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ont eu l'occasion plusieurs fois de dire oui, tout ça se fait beaucoup, c'est très courant, c'est légal. C'est ce que disent aussi naturellement les dirigeants de McKinsey. Ils s'avancent un peu parce qu'en fait, il y a 2 enquêtes qui sont en cours. Une enquête fiscale qui a été décidée par Bercy quand le scandale a commencé à percer vers le mois de décembre. Et puis l'enquête pénale du parquet national financier qui vient d'être annoncée. Donc en fait, il ne faut pas dire tout de suite c'est légal ou c'est pas légal ce que fait McKinsey. On n'en sait rien. C'est ce que décidera au bout du compte ces 2 enquêtes qui diront si oui ou non on est resté dans des sommes raisonnables ou si c'était un vrai mécanisme de fraude fiscale. L'affaire McKinsey, donc, elle est revenue à de nombreuses reprises dans cette campagne et Emmanuel Macron a réagi sur TF1 à l'annonce de l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier. C'est très bien que le juge, les contrôleurs fiscaux se saisissent d'une affaire quand on dit qu'il y a une entreprise qui aurait fraudé. C'est très bien. Je n'ai pas à en commenter les détails parce que la justice est indépendante. Mais la justice ne se saisit pas de l'usage de cabinet de conseil. Non. Elle se saisit d'une fraude fiscale. Donc ça, c'est très bien. Si on pose tellement la question à Emmanuel Macron, c'est qu'il y a des soupçons de collusion entre le chef de l'État et les dirigeants de McKinsey. Et oui, parce qu'il y a un certain nombre de dirigeants de McKinsey qui, à titre personnel, bénévolement, activement participaient à la campagne d'Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2017. Ça a été révélé par un livre qui s'appelle « Les Infiltrés », qui a été écrit par Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre, qui sont 2 journalistes à l'Obs, et qui ont estimé que 15 dirigeants de McKinsey avaient participé à cette campagne Emmanuel Macron. D'où les soupçons de copinage, de renvoi d'ascenseur. McKinsey aurait reçu ensuite beaucoup de contrats parce que ces dirigeants avaient aidé Emmanuel Macron à se faire élire. Alors, il faut nuancer ces accusations parce que en réalité, McKinsey n'a reçu que 1 à 2% de toutes les sommes qui, depuis 5 ans, ont été versés au cabinet conseil. Il y a des cabinets qui ont reçu jusqu'à 10% des sommes totales, eux seulement 1%. Donc, ce n'est pas la question du montant, c'est la question effectivement de la proximité entre les dirigeants de McKinsey, soupçonnés de ne pas avoir payé leurs impôts, et Emmanuel Macron. C'est la même culture, c'est la Startup Nation. Culturellement, ils sont très proches les uns les autres. Ce dirigeant qui est accusé d'avoir menti devant les sénateurs, il connaît Emmanuel Macron depuis des années. Il a même déjà travaillé avec lui dans la commission Attali il y a un certain temps, lorsqu'ils étaient assez jeunes l'un et l'autre. Donc voilà, c'est pour ça que forcément, cette histoire éclabousse Emmanuel Macron. Ces cabinets de conseil, ils se sont vus attribuer des missions avec des rapports à rendre, notamment sur l'évolution du métier d'enseignant. Il y a un contrat qui a été passé pour 496 800 € afin d'organiser un colloque qui n'a pas pu avoir lieu. À ce sujet, la rapporteure de la commission d'enquête du Sénat, Éliane Assassi, interrogeait la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin. J'ai bien entendu ce que vous avez dit ce matin, c'est-à-dire que c'était une erreur. C'est quand même une grosse erreur. 496 800 €, c'est l'équivalent de 1600 purificateurs d'air dans 1600 restaurants scolaires, et c'est l'équivalent d'1 million de masques FFP2 qui attendent dans l'urgence. Ce qui a beaucoup choqué aussi dans le fond de cette affaire, c'est à quel point on fait recours à des cabinets privés alors qu'il y a des fonctionnaires et les sommes qui sont englouties par ces cabinets de conseil. Alors les sommes, effectivement, elles ont été avancées, 1, par la commission d'enquête sénatoriale et 2, par ce livre dont on parlait, Les Infiltrés, et ils arrivent à peu près à la même conclusion, entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros par an dépensés par l'État pour rémunérer l'ensemble de ces cabinets de conseil. C'est beaucoup plus qu'auparavant, on dit que c'est 2 fois plus qu'il y a quelques années. En fait, on dit ça au doigt mouillé parce que c'est la première fois qu'on chiffre vraiment les dépenses de l'État pour les cabinets conseils. Les macronistes expliquent que c'était pire sous Sarkozy, peut-être, mais on n'en sait rien en fait parce que sous Nicolas Sarkozy, on n'avait jamais chiffré, comme on vient de le faire, le montant de ses dépenses. Donc l'État effectivement dépense beaucoup d'argent à ces cabinets qui s'appellent McKinsey, Accenture, Boston Consulting Group, Capgemini, qui est un des cabinets français qui a reçu les plus grosses sommes. Donc il y a un premier problème qui est celui du montant. Ensuite, il y a le problème de
cette culture de nouveau de systématiquement donc faire appel au privé pour remplacer ou pour contrôler la fonction publique. Normalement, il y a des instances qui sont censées contrôler les fonctionnaires, conseiller, il y a le Conseil d'État, il y a la Cour des comptes, il y a tous ces grands corps qui devraient faire ce boulot et qui de plus en plus souvent sont court-circuités par des jeunes, parce qu'ils sont souvent assez jeunes, des jeunes ultra diplômés qui sortent des écoles de commerce, qui débarquent et qui disent « poussez-vous, je vais vous expliquer comment ça marche ». Voilà, c'est ça le problème. Le rapport sénatorial dresse un inventaire à la Prévert de ces missions parfois adjugées à des prix exorbitants. Et puis il y a aussi maintenant l'affaire Cyrulnik. Le psychiatre s'est vu confier une mission avant qu'il ne réalise que la même mission avait été attribuée à un cabinet de conseil. Oui, c'est-à-dire qu'on lui avait demandé de faire un comité Théodule pour réfléchir à une question qui est importante, celle des 1000 premiers jours de l'enfance, c'est-à-dire les 3 premières années, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ce qui est fait pour la petite enfance en France. Donc Boris Cyrulnik, avec un certain nombre d'experts, bénévolement, ils se sont mis au travail et ils ont eu la mauvaise surprise après d'apprendre que parallèlement on avait confié un travail sur le même sujet à des consultants qui eux avaient un budget de 400 000 euros alors que Boris Cyrulnik lui il n'arrivait pas à se faire rembourser ses notes de frais, il était obligé de payer de sa poche quand il invitait un expert étranger venir nous parler des expériences sur la petite enfance dans un autre pays. Donc ça énerve. C'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a une question très préoccupante, c'est qu'on s'aperçoit que à tous les niveaux de l'État, on a pris l'habitude de faire appel à des consultants dès qu'une question se pose. Par exemple, dès que commence la crise du Covid, on fait appel énormément, notamment au cabinet McKinsey. On n'est pas capable de compter les masques. La Direction générale de la santé, elle n'a pas les moyens d'aller faire les comptes. On envoie des consultants de McKinsey pour compter les masques. C'est assez étonnant. Plus grave, on s'aperçoit qu'il y a des consultants qui sont régulièrement interrogés par le ministère de la Défense et ce sont des cabinets américains. McKinsey, il ne faut pas oublier que c'est américain. Et on interroge ces cabinets sur les stratégies de défense à venir, sur les investissements nécessaires. Ça veut dire que pour ça, on leur donne des documents confidentiels défense à ces Américains, avec le risque de fuite d'informations confidentielles vers les États-Unis. Puis il y a tous ces colloques dont on a parlé, qui n'ont pas eu lieu, ces notes un peu foireuses où on s'aperçoit que pour 50, 100 000, 200 000 euros, on pond un rapport de quelques pages. Mais le plus spectaculaire, ce sont les sommes consacrées à l'informatique. C'est presque les 3/4 de ce milliard d'euros. Et pourquoi ? C'est parce que tout simplement, l'État ne sait plus faire. L'État ne sait plus faire un grand plan informatique lorsqu'on veut réformer le logiciel qui paye toutes les soldes des militaires ou les salaires de l'éducation nationale. C'est 2 exemples précis où on a demandé à Capgemini, en l'occurrence, de tout revoir parce qu'il n'y a plus d'informaticiens dans les services de l'État, ou en tout cas des informaticiens ne représentent qu'un très très faible pourcentage des fonctionnaires français. On est largué. La fonction publique, l'État est largué en matière informatique et donc doit systématiquement se tourner vers les cabinets conseils dès qu'on est face à un problème informatique. Lesquels cabinets conseils ne réussissent pas à tous les coups, parce que dans les exemples qu'on citait, les soldes des militaires, ça a été une catastrophe absolue. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.